Je n'avais pas organisé cette fête pour prouver quoi que ce soit. Je l'ai planifiée parce que personne d'autre ne le ferait. Mes parents approchaient de leur 40e anniversaire et ma sœur avait suggéré l'idée d'une petite célébration. Peut-être juste un déjeuner, avait-elle écrit dans le chat de groupe. Mon frère avait répondu avec un emoji pouce levé. Puis plus rien. Des semaines passèrent. Aucun lieu, aucune organisation, aucun effort. Alors je suis intervenue. J'ai passé 2 mois à rechercher des options de location de yacht à Santa Barbara. J'ai trouvé un yacht avec des ponts en bois poli et un salon privé pouvant accueillir 30 personnes. J'ai engagé un orchestre live, juste cordes et claviers, assez doux pour que les gens puissent parler. J'ai commandé 3 caisses de vin sélectionnées par un sommelier spécialisé dans les accords côtiers. Et les fleurs, j'ai demandé à un fleuriste de reproduire le bouquet de mariage de ma mère avec des tulipes blanches et des renoncules. Elle a pleuré quand je lui ai montré la photo d'inspiration. J'ai pensé que cela signifiait quelque chose. Au total, cela m'a coûté 18 500 $. Je n'ai pas dit à mes parents le montant exact, j'ai juste dit que c'était réglé. Ils n'ont pas demandé. Et peut-être que cela aurait dû être mon premier signe. Mais à ce moment-là, je m'en fichais. J'ai pris du temps loin de mes clients freelance. J'ai coordonné les horaires, tenu des appels avec les prestataires, établi un plan de table qui empêchait subtilement mon père de coincer mon cousin avec des conseils d'investissement non sollicités. Chaque détail était réfléchi, précis, non pas parce que je voulais être reconnu, mais parce que je croyais que ce serait enfin un moment où nous serions côte à côte, sans rôle. Pas moi comme aide, organisatrice, celle qui répare tout en silence. Juste moi, leur fille, présente. La facture finale est arrivée 1 semaine avant l'événement. Je l'ai payée sans fléchir. Et presque immédiatement après, ma tante m'a envoyé un message. Le ton était détendu, presque désinvolte, au fait, nous gardons la liste des invités restreinte. Tu n'es pas incluse. J'ai fixé l'écran, pensant qu'il s'agissait d'une erreur. Une sorte de malentendu sur le planning. Puis ma mère a envoyé un second message, ce n'est pas personnel. J'espère que tu comprends. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas appelé. Je suis restée assise, tenant mon téléphone, essayant de me souvenir de la dernière fois où il m'avait regardé comme un membre de la famille plutôt que comme du personnel. Je fixais le message comme s'il pouvait se réécrire tout seul si j'attendais assez longtemps. Nous gardons la liste des invités restreintes. Tu n'es pas incluse. Pas d'excuses, pas d'explications. Juste ça. Au début, j'ai pensé qu'elle s'était peut-être trompée de destinataire. J'attendais un suivi, une sorte de correction. Oups, mauvais fil, ou même un emoji qui rigole. Mais rien n'est arrivé. Juste le silence. Puis le nom de ma mère est apparu sur mon écran. J'ai ouvert le message, ce n'est pas personnel. J'espère que tu comprends. Et d'une certaine façon, ça a fait plus mal. Cette phrase, ce n'est pas personnel. Je l'avais déjà entendue. Quand ils avaient oublié de m'appeler pour mon anniversaire 2 années de suite. Quand ils ont fait un voyage familial à Yellowstone et m'ont dit après coup qu'ils pensaient que j'étais trop occupée pour venir. Quand le petit ami de ma sœur depuis 2 mois a reçu une invitation au dîner de Noël et pas moi. C'était toujours le même message, j'espère que tu comprends. Espère que tu comprends que nous avons oublié. Espère que tu comprends que ce n'était pas pour blesser. Espère que tu comprends que tu n'as pas assez d'importance pour être incluse, mais juste assez pour nettoyer derrière eux. Je n'ai pas répondu par message. Je n'ai pas demandé de clarification. Je n'ai pas supplié pour une place sur la liste des invités de la fête que j'avais planifiée. À la place, j'ai parcouru mon agenda, j'ai regardé tous les rendez-vous que j'avais prévus pour leur grand jour, confirmation traiteur, livraison du vin, heure d'arrivée de l'orchestre, fenêtre d'accès au yacht. Je voyais mon nom sur chaque email, chaque réservation, chaque reçu. Mais d'une manière ou d'une autre, je n'étais pas sur la liste des invités. J'ai posé mon téléphone et je suis restée debout dans la cuisine, incertaine de ce que je devais faire ensuite. Mes mains semblaient ne pas m'appartenir. Il n'y avait rien à réparer, aucun malentendu à clarifier. Ils avaient pris leur décision. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai réalisé que je pouvais en prendre une aussi. Je n'ai dit à personne ce que j'allais faire. Ni à mes amis, ni à mes frères et sœurs, surtout pas à eux. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché le contrat du yacht. La période d'annulation était encore ouverte, bien que juste à temps. J'ai envoyé un email au coordinateur en citant un changement dans les termes de l'événement et j'ai demandé le remboursement du dépôt. Quelques minutes plus tard, j'ai reçu une confirmation.
Ensuite, l'orchestre. Le violoniste principal avait été aimable à chaque appel, il avait même proposé de raccourcir le set lorsque j'ai demandé à propos des limites de budget. Je lui ai envoyé un message directement, lui disant que l'événement avait été modifié, et demandé de suspendre le solde restant. Il a répondu avec grâce, disant qu'il comprenait. L'expédition du vin était plus délicate. Le sommelier emballait déjà les caisses, prêt à livrer, mais quand j'ai signalé la commande et expliqué que la fête avait radicalement changé, elle a accepté de retenir la livraison. Pas de remboursement, mais pas de livraison non plus. Je pouvais vivre avec ça. Les fleurs étaient déjà en cours. Travail sur mesure, non remboursable. Je n'ai même pas essayé de les arrêter. Qu'elles arrivent. Que quelqu'un d'autre décide ou placer 2 douzaines de compositions de tulipes blanches et de renoncules bleu pâle. Cette partie n'était plus la mienne. Je me suis assise sur le quai cette nuit-là, celui à quelques rues de mon appartement, regardant l'eau s'agiter sous les lumières tamisées de la marina. Si je me penchais en avant, je pouvais encore voir le port d'où le yacht serait parti. J'imaginais les ponts vides, la musique absente, le tintement de gobelets en plastique à la place des verres à pied. Et je ne ressentais rien. Ni colère, ni vengeance, juste de la distance, un détachement clair de quelque chose dont j'avais autrefois tant voulu faire partie. Ils avaient clairement indiqué que je n'étais pas invitée. Je me suis juste assurée qu'ils remarquent mon absence. Le matin de la fête, mon téléphone s'est mis à sonner juste après 6 heures. J'étais encore au lit, les yeux à peine ouverts, le soleil commençant à percer les stores. Je n'ai pas décroché. Les premiers appels sont arrivés en succession rapide, le nom de mon père s'affichant à chaque fois sur l'écran. Pas de messagerie vocale, juste un silence après l'autre. Au 4e appel, j'ai retourné le téléphone pour ne pas voir qu'il vibrait. Au 7e, je l'ai mis dans le tiroir à côté de mon lit et je l'ai complètement éteint. Je savais déjà ce que c'était. La musique n'était pas arrivée. Le vin n'était pas livré. Le yacht n'était jamais arrivé au quai. La fête s'effilochait. Et maintenant, il se souvenait de moi. J'ai passé les heures suivantes comme si je n'avais aucun endroit où être. J'ai fait du café, mangé lentement, marché jusqu'à la boulangerie du coin et acheté un croissant, chose que je ne faisais jamais quand j'étais encore occupée à régler les urgences des autres. Je me suis assise sur le banc dehors, regardant les passants pressés. Je ne pensais pas à la fête. Je ne pensais pas aux invités ou au moment où quelqu'un réaliserait qu'il n'y avait pas d'orchestre pour s'accorder ni de vin versé. Je me suis permis de profiter du fait que je n'avais aucun rôle ce jour-là, aucun carnet, aucun appel à rappeler. À midi, j'ai rallumé mon téléphone. 11 appels manqués, 10 de mon père, 1 de ma tante. Je l'ai laissé sonner une fois de plus. Puis j'ai décroché. Il n'a pas crié. Il ne s'est pas excusé. Il a juste demandé, Elra, que s'est-il passé, comme si c'était un événement inexpliqué. Comme si j'étais partie en solitaire sans prévenir. Comme si l'exclusion, le rejet, le message « tu n'es pas incluse » n'était jamais arrivé. J'ai fait une pause d'1 seconde. Puis j'ai répondu de la seule manière possible, ce n'est pas personnel. Et j'ai raccroché. Je suis restée debout dans la cuisine, le téléphone toujours en main, attendant la poussée d'adrénaline qui suit habituellement une confrontation. Mais elle n'est pas venue. Pas de poids, pas de regret, juste le calme. Cette phrase qu'ils avaient utilisée comme un couteau pendant des années. Une phrase pour trancher la responsabilité, l'acceptation, les conséquences. Et maintenant, je la leur rendais. Ce n'était pas de la colère. C'était une limite. Et cette fois, c'était eux qui étaient à l'extérieur de celle-ci. 3 jours après la fête, j'ai ouvert mon téléphone pour la première fois. Pas d'appel manqué, pas de message, pas de messagerie vocale, juste le silence, comme si j'étais passée à travers une fissure et que personne ne l'avait remarqué. J'ai fait défiler par habitude et suis tombée sur la page de ma sœur. Elle avait reposté les photos de quelqu'un d'autre, probablement Amanda, notre cousine qui traitait Instagram comme un album saisonnier. La légende disait, une belle célébration pour 2 belles personnes. Mais les photos racontaient une autre histoire. Pas de tente, juste un arrière-cour en patchwork avec des tables pliantes et quelques chaises en plastique décolorées par le soleil, tirées du garage. Une photo montrait une glacière sur l'herbe, des bouteilles de soda à moitié ouvertes flottant dans la glace fondante. Une autre capturait un centre de table, des œillets de supermarché encore dans leurs manchons en plastique, fourrés dans un bocal maçonne comme si quelqu'un avait abandonné à mi-chemin. Sur un cliché, mon père se tenait près de la clôture, les bras croisés, regardant dans le vide. Il portait une chemise qui ne lui allait pas tout à fait. Sur un autre,
ma mère posait avec 2 de ses sœurs. Son sourire était figé. Ses yeux étaient gonflés. Je pouvais voir la ligne de maquillage inégale sous l'un d'eux. J'ai fixé les photos plus longtemps que prévu, non par regret, mais par curiosité. C'était comme regarder une version de la réalité dont j'avais été silencieusement effacée. Ils avaient fait la fête. Ils avaient célébré. Ils souriaient pour la caméra. Et aucun d'eux n'avait eu la décence de me contacter, pas pour demander pourquoi j'avais annulé, pas pour demander si j'allais bien. Ils ont juste continué et comblé les vides sans moi. Et d'une certaine façon, cela ne faisait pas mal. Cela clarifiait. Parce qu'en regardant ces photos, je ne voyais pas quelque chose que j'avais manqué. Je voyais quelque chose que j'avais refusé de porter encore. Les photos ne m'ont pas rendu triste. Elles m'ont fait faire l'inventaire de chaque tâche que j'avais assumée au fil des ans sans hésitation. Chaque fois que je conduisais 2 heures pour réparer la porte du garage ou reprogrammer leur thermostat. Chaque fois que je remplissais leur déclaration de revenus parce que, tu es tellement doué avec les chiffres. Chaque fois que je payais une facture qu'ils avaient mentionnée vaguement au dîner et qu'ils ne revenaient jamais dessus. Il y a 2 ans, j'ai payé une réparation de toit de $2800 quand mon père a soupiré à propos d'une fuite puis m'a fixé un peu trop longtemps. J'ai transféré l'argent cette nuit-là. Personne ne l'a reconnu sauf mon frère, qui a envoyé un emoji pouce levé quand le toit a tenu pendant la première tempête. J'avais gardé leur système de climatisation à mon nom parce que je m'étais inscrite au plan lors d'une panne d'hiver d'urgence. Je payais automatiquement leurs frais annuels, $315 par an. J'avais presque oublié son existence jusqu'à ce que je voie à nouveau le prélèvement le mois dernier. Et ce n'était pas seulement de l'argent. C'était du temps. C'était mes samedis après-midi. C'était mes matinées tranquilles passées à rechercher les entrepreneurs les moins chers, les imprimantes les plus rapides, les meilleures promotions sur tout ce qu'ils avaient oublié de planifier. C'était un travail émotionnel déguisé en serviabilité, masqué par la politesse, jamais confondu avec de l'amour. Alors j'ai arrêté. Je me suis connecté à tous les comptes portant mon nom. J'ai supprimé les moyens de paiement enregistrés, annulé les abonnements, supprimé les rappels. J'ai passé des appels, fermé des comptes, transféré des responsabilités. Cela m'a pris tout un après-midi, et quand j'ai terminé, je ne me suis pas sentie coupable. Je me sentais plus légère. Ce soir-là, j'ai sorti une table d'appoint à moitié finie que j'avais abandonnée des mois auparavant. J'ai poncé les bords, collé les joints, et j'ai passé mes doigts le long du cadre. Il y avait de l'appel à dedans, construire quelque chose qui n'avait pas besoin que je revienne, quelque chose qui tenait parce que j'avais choisi de lui donner une structure, pas parce qu'il l'exigeait. Et pour la première fois depuis des années, j'ai réalisé combien ma vie pouvait être silencieuse quand elle n'était pas consacrée au désordre inachevé des autres. Le message est arrivé un mardi après-midi. Amanda ici. Hey, ta sœur dit que tu as ghosté la fête, qu'il se passe quelque chose, qu'il s'inquiète pour ta santé mentale. J'ai fixé l'écran, pas surpris, mais toujours abasourdi. Ghosté. J'avais planifié toute la fête, payé pour tout, orchestré chaque prestataire dans les moindres détails, et maintenant j'étais absente avec une supposée crise. Il ne se contentait pas de m'effacer, il me réécrivait. Je n'ai même pas hésité. J'ai ouvert mon dossier de reçu. Capture d'écran après capture d'écran, facture payée pour le yacht, confirmation de la commande de vin, contrat de traiteur mis en pause, puis le message de ma tante, tu n'es pas incluse. Ensuite, le message de ma mère, ce n'est pas personnel. Je les ai tous envoyés à Amanda dans une conversation claire et silencieuse. Elle n'a pas répondu immédiatement. Quelques minutes passèrent, puis, c'est quoi ce bordel? Je n'avais aucune idée. Ils ont fait passer ça comme si tu étais instable. Instable. Ce mot est resté plus longtemps dans mes mains que le téléphone lui-même. Après tout ce que j'avais fait, au moment où j'ai cessé de jouer, ils n'ont pas demandé pourquoi. Ils ont simplement rempli le silence avec quelque chose qui les faisait se sentir mieux. J'ai répondu simplement, je n'ai pas ghosté la fête. Je n'y étais pas invitée. Elle n'a pas argumenté. Je n'essayais pas de provoquer quoi que ce soit. Je ne cherchais ni parti ni sympathie. J'avais juste besoin qu'une personne voie clairement la situation. J'avais besoin que la vérité existe quelque part en dehors de moi. Amanda a dit qu'elle me croyait, et que maintenant cela expliquait pourquoi le vin n'était pas arrivé, pourquoi la tante n'était jamais venue. Ils n'ont rien dit de tout ça, a-t-elle écrit. Bien sûr qu'ils ne l'ont pas fait. J'ai posé le téléphone et j'ai ressenti immédiatement la différence. Pas de soulagement, pas de validation, juste de la clarté. Une clarté qui ne demande pas à être comprise. Elle existe simplement.
Le premier message est arrivé 2 jours après celui d'Amanda, mon frère. Hey, je ne sais pas si tu as entendu, mais Internet est en panne depuis ce matin. Papa panique. Tu t'y connais en routeur? Je n'ai pas répondu. Le lendemain, ma mère, salut Elra. Le micro-ondes déconne encore. Pas urgent, mais si tu as 1 minute. Toujours rien. Puis mon père a envoyé une photo, le moteur de la porte de garage à moitié démonté, les fils exposés. Aucun mot, juste l'image, comme si je devais la voir et courir réparer. Je ne l'ai pas fait. J'ai regardé l'image quelques secondes, puis j'ai fermé le message et repris ma liste de courses. Ça continuait tous les 2 ou 3 jours. Un nouveau message, un nouveau problème. Les gouttières étaient bouchées. L'imprimante ne se connectait pas. Ils ne se souvenaient plus comment accéder à leurs fichiers fiscaux. Aucun d'eux n'a dit « désolé ». Aucun n'a reconnu la fête. Les messages n'étaient pas pour réparer quoi que ce soit. Ils concernaient l'entretien. Ils ne me regrettaient pas. Ils regrettaient le travail non rémunéré. Et je ne l'offrais plus. J'ai passé mon temps de façon plus petite, plus silencieuse. J'ai construit une étagère étroite pour le couloir. Je suis allée à un marché aux puces le week-end juste parce que je pouvais. J'ai commencé à me coucher plus tôt, sans l'angoisse que quelqu'un m'appelle avec une crise déguisée en conversation anodine. Il traitait autrefois mon silence comme une phase, quelque chose de temporaire, à attendre. Mais ce n'était pas du silence. C'était une limite, un bord ferme, inconnu, qu'ils ne pouvaient pas franchir. Et quand ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas le traverser, ils ne se sont pas excusés. Ils ont paniqué. Amanda m'a envoyé un texto un jeudi après-midi, disant qu'elle était en ville et qu'elle voulait me parler en personne. Pas de pression. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille à quelques rues de chez moi. Elle avait l'air nerveuse, ce qui n'était pas dans son habitude, et elle n'a pas perdu de temps. Je pense que ta mère va vraiment en thérapie, a-t-elle dit. Pour de vrai. Comme des séances hebdomadaires. Elle a dit à ma mère que ça avait commencé après la fête. Après que tu sois devenue silencieuse. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Elle a craqué quand elle a essayé de planifier Thanksgiving, a ajouté Amanda. Personne ne s'est porté volontaire pour aider. Mon père lui a dit, on ne refait pas ça. C'est là qu'elle a tout avoué, pas seulement pour la fête, mais sur la façon dont elle t'a traité pendant des années. Amanda a marqué une pause, puis a plongé dans son sac et en a sorti une feuille de papier pliée. Elle l'a glissée sur la table. C'est de ton père, a-t-elle dit. Il m'a demandé de te le donner. Je l'ai déplié lentement. Une phrase, écrite en majuscules tremblantes que j'ai reconnue immédiatement, j'essaie d'apprendre à être papa. Aucune salutation, aucune signature. Juste ça. Et pourtant, d'une certaine manière, cela a eu plus d'impact que tout leur sourire forcé et excuses polies au fil des ans. Il n'y avait aucune feinte dans cette phrase. Juste une tentative maladroite et brute d'honnêteté. J'ai glissé le mot dans mon sac et hoché la tête. Amanda n'a pas insisté. Elle a juste dit, quoi que tu décides, je comprends, et en est restée là. Cette nuit-là, j'étais assise à mon bureau avec une carte vierge. Je ne voulais pas annuler la distance que j'avais créée, mais je ne voulais pas non plus ignorer ce qui semblait être leur premier vrai pas. Alors j'ai écrit, je ne suis pas prête à revenir, mais je suis ouverte à quelque chose d'honnête. Je ne l'ai pas signé avec amour, juste mon nom. Puis j'ai scellé l'enveloppe, l'ai placée près de la porte, et je me suis dit que je l'enverrais le matin. Des mois ont passé, et le calme est resté. Pas de chaos, pas de demande culpabilisante, juste de l'espace. J'ai passé mon temps à des choses qui n'impliquaient pas de réparer. J'ai fait des randonnées dans des canyons que j'avais toujours dit être trop occupés pour explorer. J'ai cuisiné lentement sans regarder l'heure. J'ai construit un banc pour mon porche avec du cèdre récupéré et je me suis assise dessus chaque matin avec une tasse de café, en regardant la lumière changer. J'ai mieux dormi que depuis des années. Puis un jour, un message est arrivé de ma mère. Il n'était pas long, juste qu'il voulait se rencontrer si j'étais d'accord. Pas d'exigence, pas de manipulation. J'ai laissé passer quelques jours avant de répondre. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café à mi-chemin entre nos domiciles. Terrain neutre. Ils étaient déjà assis quand je suis arrivée. Mon père s'est levé quand je suis entrée, une vieille habitude qu'il n'avait pas abandonnée malgré tout. Ma mère avait l'air fatiguée mais plus présente que dans mon souvenir. Ils n'ont pas commencé par des excuses. Ils n'ont pas énuméré leurs regrets comme dans un script. Ils m'ont simplement regardé, puis ma mère a dit, « Nous sommes désolés, Elra, pour la façon dont nous t'avons traité. »
pour t'avoir fait sentir comme de l'aide plutôt que comme un membre de la famille. Mon père a hoché la tête. Nous aurions dû mieux savoir. Les mots n'étaient pas polis, mais ils étaient sincères. Et pour une fois, il n'essayait pas de passer rapidement outre l'inconfort. J'ai laissé le silence s'installer avant de répondre. Merci, ai-je dit. Je vous ai entendu. Mais je ne reviens pas. Pas encore. Ma mère cligna des yeux mais n'argumenta pas. Mon père baissa les yeux vers ses mains. Je me suis levée, et aucun des deux n'a tendu la main vers moi. Je suis partie sans colère, sans besoin de me justifier. Certaines portes ne claquent pas. Elles se ferment simplement, doucement, proprement, et on réalise que la serrure a toujours été de votre côté.